Bienvenue au Boudoir des étoiles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Luc Biget, astrologue, chercheur, qui a écrit énormément d'ouvrages en créant des liens entre tout ce qui est archétype, tout ce qui est mythologique et bien sûr en lien au sens qu'on peut donner à la vie à travers l'astrologie, mais pas que. Donc pour cette AstroView, à savoir une interview basée entre autres sur la carte du ciel de l'invité, je vais nous laisser en compagnie de moi-même et de Luc. Bienvenue Luc dans cette AstroView, dans ce boudoir des étoiles. Merci. Je suis très heureuse que tu sois présent, étant donné que je pense que pas mal de gens là qui vont nous regarder, nous écouter, te connaissent à travers tes nombreux ouvrages. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est qu'il y a une originalité, tu sais, dans ce que tu as pu apporter par rapport à l'astrologie, etc. J'affectionne particulièrement ta vision de la lune noire, sache-le, déjà. Et au niveau du boudoir en tant que tel, comme je te l'ai un peu mentionné juste avant, eh bien, c'est pour amener déjà un peu plus de connaissances sur toi, mais à travers aussi ta carte du ciel en parallèle. Donc déjà, moi, j'ai une question qui est globale, qui n'est pas forcément en lien à la carte ici. C'est avant d'être astrologue et aux côtés de l'astrologie, tu as tout le côté symbolique aussi. Hein, je veux dire, tu fais quand même plein de choses au niveau mythologique, etc. Mais qu'est-ce que tu faisais, toi, dans la vie? Comment ça, en fait, comment tu as été amené à ça? Tu sais, d'où c'est parti? Voilà, si tu veux bien lever un peu de mystère autour de ton soleil scorpion, ce serait bien. C'est pas facile pour un soleil scorpion. Je sais. Ouais. Non, avant de faire vraiment de l'astrologie, j'étais scientifique, puisque j'ai fait comment on appelle ça maintenant, un doctorat d'enzymologie, pour être précis, à l'INRA, donc à l'Institut national de recherche agronomique, donc près de Clermont-Ferrand. Donc j'ai mené en parallèle en fait l'intérêt pour l'astrologie et mes études scientifiques. Et après j'ai fait une année de recherche à San Francisco, donc aux États-Unis, à l'UCSF. Et après je suis rentré en France et là j'ai vraiment développé l'astrologie. Mais en fait l'astrologie c'est une vieille histoire. Je suis tombé dedans. Alors toi tu disais à 7 ans pour toi, moi je suis tombé dedans, j'avais 14 ans. Et j'ai vu personne dans ma famille ou dans mon entourage ne s'intéresser à ça. J'étais dans un petit village perdu au milieu de la France, qui s'appelle Diou d'ailleurs. Et, euh, et Particulier. non, je dis ça parce que maintenant j'habite près pas exactement là, mais près d'une petite ville qui s'appelle Di. Or, Di, ça vient de Dive, qui a donné déesse. Donc, Ah, ok. symboliquement, c'est intéressant de regarder par quoi on est entouré. Hein. Si on est entouré par Ouais. des dieux, par des déesses, par des anges, des archanges ou des démons, on ne sait jamais. Donc, bon, je ferme la parenthèse. Et j'ai vu devant mes yeux apparaître le terme astrologie. Donc, j'ai réalisé plus tard que c'est ce que Jung appelle une expérience du lumineux, en fait. C'est-à-dire c'est l'inconscient, le surconscient qui se projette et qui trouve que ce mot-là, cette discipline-là, il y a quelque chose de magique et donc auquel il faut répondre. Donc, du coup, je suis rentré dans une librairie. Je me souviens, j'étais au lycée, ou un peu avant même. Et, euh, et j'ai trouvé le petit livre d'André Barbeau qui s'appelle Le Petit Manuel d'astrologie, Mhm. que tu as peut-être connu, qui expliquait comment calculer le thème astrologique. Donc, à partir de là, il y avait l'étape des maisons à l'époque et les éphémérides. Et à partir de ce moment-là, j'ai calculé mon thème et j'ai continué comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Donc, c'est En- grâce à André Barbeau, techniquement et pratiquement, c'est vraiment une poussée de l'inconscient en fait, qui a fait que je me suis intéressé à l'astrologie. Et euh, parallèlement, donc, j'ai fait des sciences, donc j'ai fait donc des études ensuite universitaires et scientifiques, et donc je menais de front en fait les deux formations, astrologie et scientifique. C'est intéressant quand tu parles de ça, au niveau du fait que tu as voyagé et qu'il y a eu un élan, comme tu l'as dit, limite inconscient, étant donné que dans ta carte, notamment, on voit l'apport du Sagittaire, avec 3 planètes ici, mais surtout, Oui. tu sais, on peut faire le lien, quoi, en mode, Oui, voilà. bah, le Sagittaire, enfin, il ne faut pas confondre le Soleil Sagittaire et l'ascendant Sagittaire. Hein, c'est deux choses Ah, mais très je voulais différentes. pas parler de ça. Je voulais Ah, parler du fait que tu as notamment ton Mercure en Sagittaire qui est en oui, 12. Tu vois, oui, cet aspect-là, en fait, du thème, où je me dis, il y a peut-être, en tout cas, un lien ici qu'on pourrait faire par rapport au fait que tu as eu un appel et qu'il y a quand même toute cette quête au niveau de ton travail, oui, des archétypes. Enfin, de toute façon, l'astrologie, c'est les archétypes, mais oui. chez toi, je trouve qu'il y a un côté très inspiré
qu'on pourrait relier à ça? Oui, alors parce que la maison 12, en fait, c'est la maison de la transcendance. Mmh. C'est soit la maison de la prison, soit la maison de la transcendance. Mais en même temps, quand on est en prison, on n'a qu'une voie vers laquelle se tourner, c'est vers le ciel, donc c'est vers la transcendance. Mmh. Donc c'est en fait un espace où tout nous semble fermé dans le champ mondain, mais où on est amené à renaître à l'ascendant d'une certaine manière. C'est-à-dire à contacter la dimension d'esprit qui va nourrir la nouvelle naissance. On prépare sa vie future, on peut dire ça aussi comme ça, en maison Mmh. 12. Donc effectivement, Mercure, Soleil en 12, par exemple, ou beaucoup de planètes en 12, c'est des personnes qui sont sensibles à l'âme des situations, à l'âme des peuples, à l'âme des lieux, ou à l'âme tout court. En réalité, Poutine a beaucoup de planètes en maison 12, dont Neptune, hein. Donc il est Mmh. sensible à l'âme de la Russie, il est habité par ça, en réalité. C'est une des choses. Après, les balances ascendant Scorpion. Mais surtout, il a Pluton, donc le maître de l'ascendant, conjoint à la lune noire en Lion, en maison 10. Ouais. Donc il y a à la fois effectivement ce côté balance, c'est-à-dire négociateur, mais en même temps, il y a une puissance de volonté terrible Mmh, euh, oui. qui apparaît dans la lune noire et Pluton en Lion. Mais pour Enfin bon, revenir à je toi. vais faire l'analyse de Poutine. Oui, Alors, parce que oui, j'ai voilà. vu. Bah, c'est super sympa à écouter, je suis là, bah, attends, on va revenir. Par rapport, bah, justement, tu vois, par rapport à ce que tu dis au niveau de cette connexion avec un Mercure en 12, hein, notamment, Mm. mais Mm. est-ce que tu dirais, hein, voilà, parce que tu te connais là, par rapport à toi, est-ce que ce Saturne, c'est ta Saturne qui est collé à Mercure, est-ce que ça t'a aidé justement à apporter une structure quelque part ou à rechercher ça? Oui, bah, Saturne-Mercure, c'est la dimension scientifique, c'est-à-dire ce que Ouais. j'ai appris grâce à la science, Mmh. c'est que, c'est toujours la nature qui a raison. C'est jamais l'homme, l'individu, le sujet qui a plein de modèles, plein de théories, Mmh mh. plein de désirs, plein d'ambitions, plein de comment dirais-je? De concepts théoriques, qui veut, affirmer et cetera. Mais l'expérience scientifique prouve que tout ça, c'est complètement, à 99 c'est illusoire. C'est-à-dire, Mmh. l'expérience scientifique montre qu'en fait, la réalité n'est jamais telle qu'on la pense, mais elle est souvent bien plus merveilleuse et bien plus extraordinaire. Do donc c'est ça que m'a appris la science, c'est-à-dire cette rigueur de pensée, scientifique, qui permet à la fois de relier en permanence la logique, dans mon cas, la logique symbolique de l'astrologie, Mmh. avec l'expérience des consultations. Je fais plus de consultations, mais j'en ai fait beaucoup pendant 30 ans. Mmh. Mais disons que ça m'a amené toujours à vérifier les idées qu'on a sur les choses, mais les vérifier concrètement, pratiquement. Voilà, donc relier en fait logique théorique avec expérience sur le terrain. C'est intéressant de voir ça, enfin, par rapport à ce que tu décris, à travers cette énergie, parce que chez toi, elle est en Sagittaire. Parce que c'est souvent, on va parler d'expérimentation avec les Gémeaux et c'est là, je trouve qu'on peut voir Ah, c'est que pas pareil. Alors, le le dis-moi? le le Gémeaux, c'est la connaissance du monde, proche. Mmh mh. C'est-à-dire, si tu connais Bruno Latour, par exemple, c'est un philosophe, mais il met l'accent il est Cancer ascendant Gémeaux. Il est Cancer ascendant Gémeaux, donc il est aussi en 12, Soleil en 12. Mais il met l'accent sur le terrain, sur l'environnement proche. Il fait descendre la philosophie dans l'expérience. OK. Alors que le Sagittaire fait l'inverse, c'est-à-dire il prend un élément et il en tire une dimension philosophique. Mmh mh. C'est-à-dire il prend la pathologie, si je puis dire, du Sagittaire, il dit souvent, si tout le monde faisait comme vous, qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde jetait un sac poubelle sur la plage, on serait envahi de plastique. Donc il a tendance à la généralisation. Oui. Alors que le Gémeaux, lui, ramène à des situations concrètes, pratiques, voire anecdotiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, avec ton Mercure conjoint Saturne, tu as quand même été, tu sais, c'est pas juste, je prends les idées, les concepts, les généralités, tu as expérimenté à travers les consultations. Tu Voilà, vois, c'est dans ce alors sens-là que d'accord. Oui, bah, Saturne-Mercure en Sagittaire, disons que ça concrétise la philosophie. non mais c'est beau, tu sais, c'est beau à entendre, hein, parce que de base, on pourrait se dire: «Ah, c'est en 12, ah, c'est en Sagittaire» et en fait, bah, on voit que non, tu t'es donné quelque part l'espace, on pourrait dire, pour ça, pour, vraiment, Oui, concrètement voir les choses. et j'ai appris qu'il faut avancer lentement pour avancer sûrement. Intéressant, oui, Parce par rapport à ce que qu'effectivement, le risque du Sagittaire, c'est les grandes envolées philosophiques, mmh, mais si on veut vraiment fonder quelque chose,
Je veux dire, écrire un livre, c'est 10 ans de maturation et 1 an d'écriture. Voilà, j'ai besoin, je prends le temps de laisser maturer les choses, de les laisser travailler à l'intérieur, et après, évidemment, je sens les énergies et c'est beaucoup plus facile. Mmh. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai que tu as écrit beaucoup de livres et c'est vrai que, tu sais, on peut en effet le relier aussi à cette position-là. Bon, pas que, hein, on s'entend, Mmh, on sent, mais je tu sais, je l'avais pas forcément analysé là comme ça et donc ouais, mmh, pas mal du mmh, tout. Et en plus, mmh. c'est des livres conséquents, tu vois l'idée? C'est on sent le Saturne et on sent On que tu sent as été aussi la connecté à oui, alors c'est aussi j'ai écrit, oui, une vingtaine de livres, mais en fait, c'est la régularité. C'est-à-dire, si on écrit une page par jour, tous les jours, au bout d'1 an, on a 365 pages, c'est-à-dire on a quasiment 2 livres. j'aime beaucoup, ton sens tu vois, c'est limite, c'est Donc logique, enfin c'est bah, oui, oui, oui. mmh Bon, j'écris pas tout le temps, mais quand j'écris, en général, je me lève à 6 heures du matin jusqu'à, 13 heures. Donc Mmh. j'écris 6-7 heures par jour, mais tous les jours pendant que je suis en écriture. Donc effectivement, ça finit par faire un livre. Mmh. Mais avant, il faut que les choses maturent, comme je le disais tout à l'heure. Oui, je trouve ça assez sain aussi, quoi. Il y a une intégration qui a besoin d'être là. Alors, oui, pour préciser ce processus d'écriture, Mmh. puisqu'on est là-dessus, en fait, je crée une matrice. Mmh. C'est-à-dire, quand je travaille sur un sujet, je lis tout ce qui a été publié sur le sujet. Donc ça, c'est ma vieille formation scientifique, on lit toutes les publications avant de travailler sur quelque chose. Et ça, c'est une matrice alors une matrice de concepts, mais surtout une matrice énergétique. Et à partir de là, j'écris. C'est-à-dire, il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui naît dans cette matrice-là, en réalité. Donc c'est pas, ça descend pas du ciel, hein, j'ai pas j'entends pas Mmh. une voix dans ma tête qui me dit: «Ah bah, ouais, patati patata». C'est une espèce d'imprégnation de ce qui a été fait pour, faire un pas supplémentaire, sur ce sujet-là. Et enfin, peut-être il y a pas de lien, hein, c'est mais Mmh. bon, j'allais dire parce que tu sais, tu as ton dessus en maison 3 hein, quand Maison même. 3 quand je vais à la lune, Oui, voilà. Est-ce que oui. par rapport à ce processus d'écriture, tu as fait un lien, une connexion avec ça? C'est en termes Alors je de pense, si on est sur mon thème, je pense que la dimension scientifique, c'est le sud en 3. OK. Mmh. Parce que la 3 est analogue au j'aime pas faire ça, mais on va le faire quand même. C'est analogue aux Gémeaux, donc la 3, c'est vraiment l'intelligence de l'environnement proche. La Mmh. science, c'est ça, hein, c'est le décodage de l'environnement proche. Mmh. Même si on va chercher l'atome, on est dans du concret matériel. Et la Donc ça, c'est plutôt la dimension scientifique, et la dimension, astrologique, c'est plutôt Mercure en 12, encore. Ouais, Parce que OK. là, et en Sagittaire, parce que le Sagittaire est tourné vers la question du sens. Donc c'est donner essayer c'est révéler le sens des choses cachées, qui est exactement Sagittaire maison 12. Mais on peut aussi le relier, bah, l'air de rien, bah, le sud en 3, le nord en 9, en Balance, Vénus qui se retrouve en Sagittaire aussi, enfin, tu sais, il y a un Oui. peu des Oui, oui, liaisons bien comme sûr. ça. Oui, oui, il y a une, disons que le Sagittaire est favorisé par le nœud nord en 9, ou plutôt l'inverse, le nœud nord en 9 est favorisé par le Sagittaire. Mmh. En tout cas, on voit que tout ça est bien le Ouais. thème est bien ficelé, hein, en Oui, règle bah, générale. tout est thème, après il faut trouver le fil d'Ariane qui fait que qui donne la direction au thème. Une chose Qu'est-ce intéressante dans un thème, c'est de oui, regarder pardon. le symbole sabian de la Terre. OK, Je ne sais pas si tu regardes, mais la ouais, Terre, c'est le point, le degré le opposé au point opposé. Soleil, hein, Ouais. et souvent le symbole sabian, enfin ce que j'avais remarqué, c'est que synthétisait l'ensemble du thème, en fait, le symbole sabian de la Terre. De la Terre, quoi, de la position de la Terre, ce Du degré point Sabian-là. opposé, du degré Oui, voilà, opposé à celui du Soleil. ouais. Ouais, je le regarderai, je l'ai pas retenu. J'avais dû le voir à une époque, mais je les retiens pas. Ouais, ouais, mmh. Mais toi, ça t'avait vraiment Ah parlé? non, ça m'avait parlé, puis quand je faisais des consultations, je le faisais en Mmh. consultation, c'était souvent intéressant. Mais les degrés Sabian, justement, toi, enfin, par exemple, à la personne, est-ce que tu lui lisais le degré en tant que tel pour voir qu'est-ce qui Mmh. émerge d'elle? Ou bien c'était plus par rapport à toi, en termes de Ah non, résumé? je lisais le Ouais. degré, et après et les petites, la séquence, enfin le mot-clé que donne Rudyard, mais ça parle pas toujours parce que, Rudyard donne une interprétation. Or le symbole, il y a plein Oui. d'interprétations. Je vais juste Mmh. prendre un exemple.
une fois, il y a un homme qui vient me voir en consultation, et je crois que c'était une nouvelle lune progressive, qui était sur un symbole qui disait une femme rentre au couvent. Alors, je lui donnais l'interprétation que donne Rudyard, le mot-clé, tout ça, ça lui disait rien. Moi, je ne savais pas Mmh. trop quoi dire non plus. Et après, il m'a dit, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que j'étais homosexuel. OK. Donc, une femme est bien rentrée au couvent. Ouais. Voilà. Ben oui. Mais donc, comme quoi, le symbole est vraiment polysémique, c'est-à-dire, il faut réfléchir ensemble avec la personne sur ce que signifie ce symbole-là. Mmh. Et puis il y a toujours enfin, il te l'a dit après la consultation? Il t'est Il revenu m'a dit dessus, c'est après la ça? consultation, Voilà, ouais, parce que ce que je veux dire par là, c'est des fois, il y a aussi ce côté, ben, sur l'instant, ça nous vient pas, tu sais, cette oui, notion de temps juste que des oui. fois, ben, voilà, mais c'est intéressant en tout cas. Je regarderai ça en tant que tel. Bon, je pense que tu te doutes, vu ce que j'ai dit tout à l'heure, que tu allais pas y échapper. Tu as une très jolie lune noire en Taureau. Oh là là, mon Dieu! Est-ce que enfin, par rapport à toi, ton expérience que bien sûr tu as envie de délivrer, hein, par rapport à ça, mais bah, comment ça a été ton j'ai envie de dire ça comme ça, ton expérience de ta lune noire dans ta vie? Enfin, s'il y a eu des choses, qui t'ont marqué plus qu'une autre par rapport à elle? C'est toujours un peu personnel, la lune noire, parce que ça touche des Eh oui! zones, à la fois des zones d'absolu et des zones profondes. Mmh. Je dirais que la lune noire en Taureau, c'est déjà une blessure, enfin, ça peut être, c'est pas nécessairement ça, mais ça peut être une blessure au niveau des sens. Mmh. Heu, en ce qui concerne ma petite personne, j'ai des problèmes de vue, j'ai des acouphènes, enfin bref. Donc il y a ce qui s'accentue, enfin pas des acouphènes, mais la vue en ce moment. Do Mmh. donc en fait, il y a quelque chose qui est douloureux au niveau du corps. Mmh. Parce qu'en fait, les lieux de souffrance, les mémoires de souffrance se somatisent dans l'espace du corps. OK. Ça, c'est la lumière corrigée en Taureau, et la moyenne, c'est-à-dire la licorne, il y a la quête d'absolu, c'est Saint Jean, c'est-à-dire, l'esprit s'est fait chair. C'est-à-dire, faire descendre le supramental dans la matière, ou le pranicisme, ou des choses comme ça. C'est-à-dire, redonner sa dimension sacrée au corps. OK. Donc en même temps, en disant ça, je parle de moi, hein, directement. D'accord. J'ai J'entends. fait plusieurs séminaires de travail de prana avec notamment, Henri Montfort, les 21 jours, le fameux 21 jours. J'en ai refait plusieurs d'autres fois, 10 jours. Je vais en refaire au mois de décembre, j'ai bloqué un mois pour faire ça. Mmh. Donc c'est quelque chose qui me trotte dans la conscience, qui revient régulièrement. Et comment tu vois, parce que l'air de rien, ton Phubus, n'est-ce pas? Et oui, Il est en lien à ton Neptune, hein, si je dis pas de bêtises, en termes oui, de oui, degrés. oui. Comment tu le perçois? Enfin, comment tu penses que donc tu as quelque part cette, cette lune noire-là, ici je parle de la licorne, elle arrive à rayonner? Parce que quelque part c'est le filtre, hein, si je dis pas de bêtises, par lequel ça peut passer. Ouais, le fait que Neptune, c'est un mythe de Proté. Ouais. Et alors simplement pour revenir à Proté, c'est un dieu marin qui garde les phoques de Poséidon, Mmh. et de temps en temps, il va se reposer sur la plage. Il a un don de divination, il a un don de prophétie. Mais il préfère faire la sieste plutôt que répondre aux questions qu'on lui pose. D'accord. Et un jour, il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui arrive, et il a eu les conseils de la déesse de la mer, de Thétis, et il l'attache pendant qu'il fait sa sieste sur la plage, et il lui pose des questions. Alors évidemment, Proté, il se métamorphose en fait. C'est l'art du Mmh. masque. Il prend plein de visages, un léopard, un tigre, une fontaine, un jet d'eau, une flamme, etc. Il finit par retrouver sa vraie forme à force. Et à ce moment-là, il répond à la question qu'on lui a posée. Donc Neptune conjoint à Priape, à Phébus en maison 10, c'est un peu ça, c'est-à-dire, je préfère infiniment qu'on me pose des questions plutôt que de faire une conférence, ou faire un discours, ou Mmh. faire je sais pas quoi, ou simplement de parler, de raconter des trucs avec des personnes proches. Parce Mmh. que, parce qu'il y a ce besoin d'inspiration
et de sentir en fait la question de sentir la présence de l'autre, le vrai besoin de l'autre pour pouvoir y répondre. Mmh. Intéressant. Et je déteste le bavardage. Enfin, je déteste même pas, j'arrive pas à bavarder. Et, et je dis souvent que je ne pense pas. Alors personne ne me croit, mais je vais quand même le redire. D'accord. Heu, depuis longtemps, je pense plus parce qu'un jour j'étais étudiant, donc j'étais en train de passer le balai dans ma petite chambre et je me suis rendu compte que ça m'a épuisé. Mmh. J'étais crevé d'avoir passé ce balai. J'ai réalisé que c'était parce qu'en même temps, je pensais, je réfléchissais à ce que j'étais en train d'étudier, à je sais plus quoi, ou à des choses banales, et je me suis dit: «C'est pas possible. Tu peux pas passer le balai et penser en même temps». Donc j'ai choisi de passer le balai et j'ai décidé d'arrêter de penser. Et à chaque fois qu'une pensée arrivait dans ma tête, je la chassais parce qu'en plus, elle était totalement inintéressante, hein, comme toutes les pensées, beaucoup de Ouais. pensées. Donc j'ai chassé et du coup, je suis rentré dans une espèce de calme mental, qui fait que j'ai plus enfin j'en ai encore, mais, j'ai plus suffisamment de pensées parasites pour être épuisé et donc je peux passer le balai ou l'aspirateur. Donc, donc du coup, je suis resté dans cet état. Après j'ai beaucoup médité, notamment Mmh. Vipassana, cette technique de méditation, bouddhiste, donc qui permet d'ancrer ça aussi, ce calme, cette non-pensée intérieure. Et donc du coup, mais ça, c'est aussi Saturne Mercure, en fait, hein. Mmh. Je suis avec des gens, j'ai pas et Mars rétrograde éventuellement, mais quand je suis avec des gens, j'ai pas la spontanéité de la parole, le bavardage, la discussion, et cetera. Je préfère infiniment, soit rester en silence, soit qu'on me pose des questions, éventuellement. Oui, c'est vrai, bon là tu as nommé, hein, tous les aspects de ta carte, enfin tout, une partie peut-être, mais qui peuvent se relier à ça. Mais c'est vrai que, tu sais, avec du recul, je regardais ta carte en même temps, je me disais, il y a quand même beaucoup de même si tu attends, je dis pas de bêtises, tu as rien en Poisson, hein, toi? Voilà, tu as rien en Poisson, enfin à part un Non, j'ai astéroïde, rien de toute façon. voilà. Mais c'est vrai que tu as quand Mais même beaucoup de Neptune choses. est important. Neptune est important et tu as beaucoup de choses en 12, donc l'air de rien, quand tu me racontes ça, je trouve qu'on entend le côté, ben, de ouais, du méditant, même si après tu en as fait, mais sur le coup quand même, c'est pas forcément commun de passer le balai et de se dire: «Attends, attends, attends, une chose à la fois» et en même temps, je trouve que, tu sais, comme cette lune noire, enfin la licorne, elle est vraiment au fond du ciel. Je trouve qu'il y a un côté très Taureau aussi, tu sais, ce côté, ben, Ouais, je fais les choses tranquillement, je suis là en fait, ouais, donc je suis pas ouais, ailleurs en même temps. ouais. Mmh, Oui, il y a c'est même un peu, version ombre, c'est l'inertie. oui. Mmh, C'est la difficulté de l'axe Taureau-Scorpion, hein. C'est-à-dire, le Taureau, évidemment, il va étouffer sous sa propre puissance, parce qu'il n'a pas encore s'il n'a pas encore trouvé, les dons qui sont à l'intérieur de lui-même et qu'il pourrait faire, fleurir, mmh. souvent artistique, hein, en l'occurrence pas pour une lune, enfin, même pour les lunes noires, d'ailleurs, Taureau, ça, on peut le voir. Et le Scorpion, il va étouffer, sous heu, le poison psychique de son environnement qui l'absorbe et dont il n'arrive pas à se dégager. Donc, c'est 2 possibilités qui peuvent conduire vers 2 formes d'inertie différentes. Ouais, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Bah, bon, tu es Scorpion. Moi, je connais beaucoup de Scorpions ou d'ascendants Scorpions. Je suis beaucoup entourée Ouais, de Scorpions, en fait ouais. et c'est vrai que parfois, surtout pour le Bélier que je suis, hein, faut aussi prendre, hein, le filtre, hein, qui regarde. Bon, j'ai Relativiser, ascendant hein, Vierge, par contre, mais bon, ben, c'est vrai que des fois, ça fait bizarre le côté que je nommerais, hein, des fois dépressif de l'énergie Scorpion. Tu sais, il y a un ouais, côté, je me ouais, dis: «Mais absolument. il va aller jusqu'où là, comme ça?» tu sais? C'est Oui, alors bon, le Bélier, c'est le Mars, printanier. C'est-à-dire le Bélier a la chance, c'est le 1er signe du zodiaque, donc il a la chance de pas avoir de mémoire derrière lui. mmh, Donc tout est possible d'une certaine manière. mmh, Alors que plus on avance, chaque signe en fait va récupérer les mémoires des signes précédents. Donc c'est pour ça que le Poisson, il est ouvert à tout, il est capable du pire comme du meilleur, parce qu'il a les mémoires des 11 autres signes. mmh. Mais le Scorpion est déjà bien avancé dans le zodiaque. Donc, d'une part et d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un Mars, c'est pas un Mars extériorisé,
comme le bélier qui est un signe positif, c'est un Mars intériorisé puisque c'est un signe négatif, le scorpion. Donc du coup, il va aller creuser dans ses propres profondeurs, dans ses propres entrailles, pour en faire ressurgir tous les poisons. Donc en fait, le grand travail du scorpion, c'est de mourir pour renaître. Mais comment il fait? Ben, il plonge. Il plonge sa conscience dans ses ombres, dans ses souffrances, dans sa difficulté. Et il en renaît toujours, parce que c'est une bestiole qui est résistante en réalité. Mmh. Alors que le bélier, c'est l'inverse. Lui, il va exprimer autant que possible la force et la puissance du vivant. Donc le Mars du bélier, c'est un Mars du vivant, et le Mars du scorpion, c'est un Mars qui est amené à traverser la mort. Ouais, un Mars des profondeurs. Mais Oui, c'est c'est tu un vois, Mars. mais il y a quand même quelque chose, parce que je crois que tu disais, je sais plus où, peu importe, par rapport au Scorpion, qu'en fait, c'est au niveau de l'aspect plus, énergétique, on pourrait dire, émotionnel, que des fois il prend des choses qui n'est pas, bah, qui ne sont pas lui, Oui, quoi, donc bah, ça, c'est le drame de tous les signes d'eau, hein. mmh. Oui, Sauf oui. sauf que c'est pas le même champ d'expansion. C'est-à-dire l'eau du Cancer va être sensible évidemment à l'image qu'il renvoie aux proches, Mmh. à la famille, au foyer, aux enfants. L'eau du Scorpion, ça va être la sensibilité aux conditions, d'une culture, d'une ville, d'un groupe, et l'eau du Poisson, c'est l'univers entier. Donc à chaque fois qu'on avance d'un pas dans les éléments, en fait, on a un élargissement du champ de conscience. Oui. Mais je trouve que quand même le Scorpion, tu vois, il touche, tu le disais, tu as nommé le poison. Oui, c'est la poubelle il s'occupe de la poubelle du zodiaque. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour être contre C'est moi, un tu es Scorpion, éboueur, le de toute façon, Scorpion. donc tu as le droit de le dire, vas-y. Ça passe mieux quand c'est notre signe, on a le droit de dire des choses. Oui, non mais en même temps, s'il n'y avait pas d'éboueur, mon Dieu, Mais oui, ça n'irait pas. bah oui, On serait tous bien crades à l'intérieur de nous s'il y avait pas ça, s'il y avait on pas serait cette tous énergie. empoisonnés, c'est-à-dire on aurait tous, pourquoi le Scorpion suit la Balance? Parce que la Balance, elle fait du politiquement correct. Tout à C'est-à-dire, fait. elle fait elle a l'art, de montrer la beauté du vivre ensemble. Mmh. Mais pour faire ça, elle met plein de choses sous le tapis. Et donc, c'est au Scorpion de faire le boulot de nettoyage. Ouais, qui vient balayer. Mmh. Qu'est-ce que tu as caché? Ouais, moi j'aime beaucoup, hein, de base, hein, quand même cette énergie-là, parce que justement, je trouve que là où on peut se retrouver, bon j'ai quand même bon j'ai que Saturne, hein, en Scorpion, mais bon, il est rétrograde là-dedans et en Mmh. fait, je trouve que ça se retrouve j'ai tendance à parler de transparence, tu sais, avec le Bélier et je trouve que Mmh. ça va bien avec le Scorpion qui veut une forme de vérité. Donc pour ça, je suis là, c'est une Ah énergie que oui. j'apprécie aussi pour ça. Mmh. 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 Il y a un autre signe qui est dans la enfin qui essaie la transparence. Il y a un autre axe plutôt qui joue la transparence, c'est l'axe Lion-Verseau. Lion Verseau, Si OK. S'il ne dramatise pas. Je vois pas du tout de quel des 2 tu parles, hein, entre les 2 signes. Mmh. Mmh, OK. Mais donc, je me permettrais de Oui. te demander, vu que tout à l'heure tu as un peu été vers, l'ascendant, tu sais, moi j'aime bien la vision, de Lise Green, hein, qui dit, tu sais: «Le soleil c'est le héros, l'ascendant la quête». Toi tu dirais quoi de plus par rapport à cet ascendant? Bah, je suis d'accord avec ça, hein. Mmh, Je dirais que l'ascendant, ce sont toutes les expériences qui vont nous permettre d'approfondir la conscience de soi et mmh, donc qui vont aller nourrir le soleil. Et le soleil, évidemment, c'est la conscience, c'est ce qui est intégré, établi, qu'on gère et qu'on sait bien utiliser. Je parle du signe du soleil. mmh. J'avais commencé tout à l'heure cette distinction entre un soleil sagittaire et un ascendant sagittaire, pour clarifier justement ce Oui, point. Le soleil sagittaire, il rêve de chef d'entreprise. C'est-à-dire, il va construire son business, s'intégrer socialement, diriger des gens, être un peu paternaliste, parce que voilà, c'est dans sa nature, c'est Zeus qui a donné naissance à Dionysos dans sa cuisse, etc. Alors que l'ascendant sagittaire, lui, va rêver de faire le tour du monde. C'est-à-dire, lui, il va apprendre à connaître les gens en voyageant partout autour de la planète, les cultures, voir l'ethnologie, des choses comme ça.
Alors que le soleil Sagittaire, lui, il part du constat qu'il connaît déjà les gens et donc il va les rassembler pour Mmh. faire des choses ensemble. OK. C'est très différent sur le Mmh. plan d'une manifestation, hein, parce que le Sagittaire sera pour prendre une image, sera un sénateur, et l'ascendant Sagittaire sera un Magellan, pour prendre deux images différentes. Je ne sais pas si Magellan était ascendant Sagittaire, hein, Oui, oui, on a bien mais, compris. voilà, mais c'est une métaphore. Et juste, vu que souvent tu le sais, voilà, on va parler de trinité. Si on prend la lune Sagittaire, tu ferais quel distinguo et quelle image tu donnerais pour la lune Sagittaire? Entre le Soleil, la Lune et l'ascendant, C'est ça. Mmh. alors le Soleil, je sais que je suis cette qualité d'énergie qui est le signe. Mmh. L'ascendant, c'est j'adore faire des expériences qui me permettent d'approfondir cette qualité d'énergie. Mmh. Et la Lune, j'exprime au quotidien, dans ma vie ordinaire, cette qualité d'énergie qui me nourrit, qui me ressource, qui me fait du bien, où je me sens protégé. OK. Moi, j'ai une lune bélier et les lunes béliers, quand elles sont libres de leur mouvement et de partir sur un coup de tête, elles retrouvent la confiance en elles. D'accord. Donc Voilà, c'est il en faut pas pas beaucoup, uniquement hein, une lune cancer qui a besoin d'être protégée, tu vois? C'est toutes les lunes dans tous les signes, se ont un sentiment comment dirais-je? Alors, de protection, mais il faut le comprendre comme étant une protection intérieure, pas une protection oui. extérieure, en utilisant l'énergie du signe où se trouve la lune. Mais justement, tu sais, tu as dit lune Cancer. J'ai une lune Cancer. Ah ah! Ah ah! Donc Ah voilà, oui, tu sais, bélier, lune, cancer, oui, c'est intéressant. oui, oui, tu vois qu'il y a un petit problème. Ah, Je plaisante, non mais je plaisante. il y a eu de comment dirais-je? Une conjonction des contraires. Tu vois? Donc bon, après ils ont réussi à être en sextile, hein, mon soleil et ma lune, hein, malgré tout. Ah, ah oui, c'est pas mal, c'est Ouais, pas ils ont mal. réussi, ouais. Tu fin bélier alors. De quoi? J'ai pas entendu. Tu Fin Bélier, es à oui, la fin fin Bélier. du bélier. Ouais, soleil fin Bélier, lune début Cancer et ascendant Vierge, donc bon, Ah voilà, oui, on fait aller. Mais il y a un besoin, ouais. ouais, le besoin de sécurité de la lune Cancer, mais sécurité intérieure, mais d'un point de vue Bah, émotionnel, là, il y a quelque chose. émotionnel, familial, dans un lieu en tout cas. Bah, tu sais, elle est en 11, donc bon, mon lieu est Ouais, assez élargi, ouais, ouais. enfin, je trouve. Tu reçois chez toi? Pardon? Tu reçois chez toi? C'est une question. Bah, pas tant justement, je suis beaucoup en ligne, hein. On retrouve la maison 11, Ouais. Mmh, mmh. bah, j'aime bien recevoir, mais c'est pas en raison de ça, je pense pas. C'est vrai qu'il faut adapter l'astrologie à la technologie moderne maintenant. C'est surtout pour pouvoir parler avec les gens à travers le monde, c'est surtout ça. Mmh. Enfin bon. Juste petite dernière chose, parce que c'est super intéressant tout ça. Alors attends, tu sais, je suis là. Bon, une dernière question. D'accord. Sur quoi je te questionne? Bah, j'avoue que, heu, vu que tu as 2 planètes qui sont en maison 8 et que souvent la maison 8 c'est une maison, en tout cas pour le monde qui ont des choses en 8, bah, qui est un peu problématique. Quel enfin, qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à ton expérience de la 8 quelque part? Vu qu'il y a Uranus et Pluton, enfin, Mmh. comment tu l'as vécu toi et qu'est-ce que tu as envie de nous dire en fait surtout? Bah, ouais. Alors la maison 8, elle suit la maison 7. Mmh, Alors ça a l'air d'une banalité, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est Lise Green qui prend cette image, je trouve très jolie. Quand on est en maison 7, on rencontre l'autre. Donc c'est la maison des contrats, du mariage, des associations, la manière de rencontrer l'autre pour être plus généraliste. Et en 8, donc on est 2 en 7. Il y a toi et moi, par mmh, exemple. Mais en 8, on commence à vivre ensemble. Donc on n'est plus 2, on est 4. C'est-à-dire il y a toi, il y a moi, il y a ton inconscient, il y a mon inconscient. mmh, Donc la maison 8, c'est là où il faut gérer, commencer à comprendre, à gérer et à transformer ou à utiliser les énergies qui naissent de la relation, qui naissent du fait de la relation mmh. objective, de personne à personne. Donc évidemment, quand on a Pluton ou Uranus en 8, il y a un truc un peu contradictoire. C'est-à-dire, parce qu'Uranus, quand on commence à rentrer en relation, bah, qu'est-ce qui se passe?
On veut reprendre sa liberté, Uranus. Mmh. On veut reprendre son indépendance. On veut trouver un mode relationnel qui soit suffisamment distant, pour pouvoir, respirer de temps en temps, chez Mmh. soi, dans son coin. C'est bon, c'est ce qui m'arrive. Mais, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que quand on rencontre l'autre, ce qui peut arriver aussi, quand on rencontre l'autre, on rencontre Pluton. Et à ce moment-là, Ouais. avec Pluton, il n'y a jamais que 2 solutions. C'est-à-dire soit c'est la métamorphose, soit c'est l'étouffement. Donc, il faut savoir quand on a Pluton en 8, est-ce qu'on est prêt à se brûler au feu de la relation pour renaître à une nouvelle identité? Ou Mmh. si on n'a pas cette puissance-là, ou ce désir-là, ou cette conscience-là, on risque d'être étouffé par tout ce qui se passe dans la relation. C'est vraiment un vu les 2 là chez toi qui sont présents, on peut enfin Ouais. quelque part, il y a un peu comment maintenir le lien. Parce que l'air de rien, si on écoutait, Uranus, son premier truc, c'est, comme tu as dit, l'indépendance, Oui, couper le lien et Pluton qui pourrait dire: «Tu m'étouffes». Bah, tu sais, si les 2 parlent comme ça, c'est sûr qu'il y aurait un peu ce côté: «OK, bon comment on fait pour, créer de l'intime, en fait? Créer une profondeur qu'on n'a pas en oui, maison 7». c'est ça, exactement, Mmh. exactement. Ah ouais, c'est beau, je pense que ça va bien aider, le monde, qui se questionne par rapport à cette maison, tu sais? Parce que c'est souvent des choses qui reviennent, je trouve. En règle générale, les maisons d'eau, je sais pas pour toi là, mais je trouve le monde a un peu de mal avec les maisons d'eau quand il y a des planètes, surtout la Ouais, 12 et la 8. le monde astrologique, tu veux dire, ou le monde, tout Oui, court? oui, les maisons 8 et 12 en astrologie, j'ai pas mal de monde qui se questionne beaucoup dès qu'ils ont des planètes dedans, en fait. Bah, oui, si tu veux, la 8, c'est là où on entre en contact avec, Mmh. avec l'astral, on va dire, Mmh c'est-à-dire mh. avec l'inconscient de la relation. Et la 12, c'est là où on rentre en contact avec l'âme du monde, c'est-à-dire la dimension spirituelle du rêve. Mmh mh. C'est-à-dire la 12, c'est la 4 de la 8 en maison OK. dérivée. Mmh. C'est-à-dire c'est là où s'incarne, où se rend concret, ce qu'on a touché en 8. OK. Alors la 8, c'est plein de choses, hein. C'est la finance, c'est l'argent, c'est les opérations chirurgicales, c'est le chamanisme, mais tout ça, c'est la même chose. C'est la Mmh. manière dont on gère les énergies collectives. Ouais. Hein, la Ouais, c'est vrai. finance, c'est des énergies collectives. La psychologie, c'est un truc de la 8 aussi, c'est aussi comment gérer, les relations d'inconscient à inconscient. Le Qu'est-ce que j'ai dit? La finance, la voyance, c'est aussi de la 8. Mmh. Pourquoi? Parce que, c'est aussi ce qui est produit par un regroupement d'êtres humains, si tu veux. Donc en fait, le mot-clé de la 8, je crois, tous les flux qui sont générés par les relations, OK. Mmh. tu vois? Mais ces flux, en 12 deviennent opératifs. C'est-à-dire ils deviennent transformateurs. Il y en a plein qui vont te dire: «Mais donc, avec un Mars en maison 12, comment je fais pour agir autrement que pour le collectif?» Mais il ne s'agit pas d'agir autrement. Mars doit servir le Oui, soleil, d'une part. oui, c'est ça. Mmh. Déjà, et Mmh. ensuite en mars en 12, bon, pourquoi servir autre chose que le collectif? Puisque c'est l'espace de réalisation, de l'énergie de la personne. Bon, le Je ne vois pas pourquoi, je pourquoi on ne pense, veut pas marcher à côté de son tel. bah, tu peux on vous pose la question aux gens qui nous regarderont. Pourquoi vous vous voulez pas écouter votre thème? Non, mais C'est ça. non, oui, écoutez d'une manière sensible. Il ne s'agit Oui, pas bien sûr. d'écouter l'astrologue, mais écouter Mmh. d'une manière sensible, c'est-à-dire, Oui. et parce qu'en fait, on est aussi trop souvent conditionné par on va dire, le socio-culturel. C'est-à-dire Mmh. Mars, c'est fait pour faire du sport, Mercure, c'est fait pour, faire des études, Jupiter, c'est fait pour, je ne sais pas quoi, des ronds de jambes. Non, Mmh. rien n'est fait pour rien. C'est-à-dire, c'est des qualités d'énergie qui sont à notre disposition à utiliser dans les maisons où elles se trouvent. Ouais. Moi, avec un Mercure en 12, je vais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Mercure en je vais pas, bavarder comme le fait un Mercure en 1, par exemple. C'est bavard un Mercure en 1. J'en connais pas trop en fait, mais Ouais. Ou créer du dialogue au sein d'une famille, c'est comme un Mercure en 4, ouais. ou essayer
d'être en dialogue en permanence avec l'autre, comme un Mercure en 7, Mmh. ou faire des études, faire des recherches scientifiques comme un Mercure en 3 ou un Mercure éventuellement en 11. Non, Ouais. chaque fonction planétaire va fonctionner dans la maison où elle se trouve. Enfin, en tout cas, c'est là où on se sent le mieux, parce qu'on est dans nos Oui. sur du 42, on a des chaussures on se promène avec du 42, c'est mieux. Bah, voilà, bah, merci, hein, pour ça, pour ce rappel, aussi, parce que je pense que le monde en a conscience, mais sans en avoir conscience, parce qu'on sait bien Oui, qu'il y a des aspects qui rentrent en ligne de compte, qui peuvent parfois faire que ah la bah, après, oui, non, mais après, quand je dis ça, il faut voir voilà, l'ensemble du thème, c'est évidemment. ça. Il faut Mmh. voir les jeux de maîtrise des maisons, les autres aspects, et cetera, c'est sûr. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que, il y a parfois une pression familiale, de l'environnement, de la culture, qui fait qu'on n'ose pas, faire ceci ou faire cela, si c'est dans notre thème. Mmh. Et donc on a tout intérêt à le faire, quoi. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui t'a sauté aux yeux ou pas? Je sais pas si tu prêté attention. Pour 2023, qu'est-ce que tu dirais d'un point de vue astrologique qui pour toi serait important à nommer? C'est pas forcément j'ai pas forcément d'intention en te posant ça, c'est juste voilà, est-ce que, quelque chose que tu as Alors envie de nous dire là-dessus? 2023, j'ai pas regardé C'est pas précisément oui, 2023, le mais début quoi. par contre 2020, Par contre quoi? deux J'ai pas entendu. 2020, enfin Oui, depuis 2020, oui, on avait une conjonction Saturne-Pluton en 2020, oui. donc pandémie, patati et patata. Mais cette conjonction Saturne-Pluton, en fait, je vais le prendre comme ça, est importante. Pourquoi elle est importante? Sur le long terme, parce qu'elle Mmh, commence un nouveau cycle historique. Pour des raisons que je ne peux pas détailler ici, il y a eu 4 grandes époques historiques qui ont été importantes, et qui correspondent toutes à un cycle Saturne-Pluton. La 1re a eu lieu en 379, entre 379, donc conjonction Saturne-Pluton, 411, conjonction Saturne-Pluton. Ça, c'était la fin de l'Empire romain, en fait. Pas mmh, officiel, hein, mais c'est le moment où le christianisme a pris le pouvoir, où en fait, le monde romain a changé de religion. Il est devenu chrétien, il était animique. OK. Donc ça, c'était un changement radical. La 2e le deuxième cycle Saturne-Pluton important, c'était au moment des croisades. Le troisième a commencé en 1786 jusqu'en 1821, c'est-à-dire en fait en Verseau, il était en Verseau. Donc les grandes révolutions industrielles et populaires. Et un nouveau cycle de grande transformation a commencé entre 2020 et 2000, ça dure 33 ans, donc 2035. OK. 2033-34. 2054, pardon, 2054. Et donc, on est rentré dans cette phase une nouvelle phase de remodelage complet de notre rapport au monde. Puisque le passage de l'animisme, de l'animisme pardon, au christianisme, ça a Mmh. remodelé la vision du monde. Les croisades, ça a changé la vision du monde aussi bien en Occident qu'en Orient. Ça a apporté notamment l'amour courtois en Europe et puis les sciences arabes qui sont revenues grâce aux croisades. Enfin, les sciences grecques qui ont été transmises par les Arabes et qui sont revenues grâce aux croisades en Europe. La Révolution française et toutes ces périodes de grandes révolutions, jusqu'à la révolution en Amérique du Sud en 1821, donc Argentine, Brésil. Donc, c'était la grande période de libération des peuples, en fait, et d'instauration de la démocratie avec toutes les imperfections qu'on a connues. Et aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle période en Capricorne, donc en Verseau comme auparavant, mais en Capricorne depuis 2020, c'est-à-dire l'instauration d'un système de plutocratique, en fait, fondé sur la fin de l'abondance, Capricorne, et une forme de plus grande rigueur. Alors on peut le lire de deux manières, hein. Cette rigueur est une forme un retour vers une forme d'autocratisme, d'autoritarisme Mmh. politique qu'on connaît aujourd'hui, un contrôle qu'on connaît en Chine, qui est en train de se mettre en place depuis, à l'occasion en tout cas de la pandémie, et de cette fameuse conjonction Saturne-Pluton de 2020 en Capricorne. Mais on peut aussi interroger Saturne, Chronos, c'est-à-dire c'est littéralement la métamorphose de Chronos,
Et Chronos, on sait que c'est le seul dieu qui est enceint de ses œuvres, puisqu'il avale ses enfants, Mmh. et lorsqu'il les recrache grâce à Métis, qui veut dire la ruse, il va donner naissance aux dieux, c'est-à-dire à Apollon, à d'autres, la moitié des dieux de l'Olympe, en gros. Et donc, il va vomir ces dieux. Donc c'est le moment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne, c'est ce dieu ou cet archétype qui nous permet de maturer les choses dans notre vie intérieure, dans notre ventre, et de les recracher sous forme de Dieu. C'est-à-dire, il nous amène à la seconde naissance, la naissance en esprit, en réalité. Donc, cette période qu'on connaît aujourd'hui, va, de mon point de vue, est une espèce de bifurcation de l'humanité entre une partie qui va accepter le contrôle, la division du monde entre les plus riches et les plus pauvres, augmentation des systèmes numériques de surveillance, etc. Et puis ceux qui vont profiter de ces énergies du temps pour aller vers la seconde naissance, c'est-à-dire aller vers ce que Saprem appelle l'homme après l'homme, c'est-à-dire une espèce de nouvelle espèce humaine qui sera métamorphosée, c'est-à-dire beaucoup plus en contact avec l'os des choses, Capricorne, hein, les archétypes en réalité, puisque Ouais. les archétypes, c'est l'ossature du réel. OK. Donc on est dans une période, on est dans une trentaine d'années en ce moment, depuis 2020, de transition importante sur le plan des grands cycles historiques. Et juste pour, la fille qui insulte Je la vais période. aller plus vite dans Non, la non, question. non, non, mais juste en 2023, toi, tu vois ça comment? Pluton qui va en fait, à partir de mars, il va, tu sais, aller un petit peu en Verseau, avant de reculer? Oui. Je suis pas, je suis pas, j'ai pas trouvé qu'il y avait des changements alors peut-être je me trompe, hein, qu'il y avait des changements radicaux quand Pluton rentrait dans un signe. OK. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est que, pendant les 15 premiers degrés du signe, l'énergie, se cristallise et après elle se libère. C'est-à-dire Mmh. Pluton est rentré en Sagittaire, c'était la grande période de la mondialisation. Pluton est rentré en Capricorne, c'était, une espèce de retour des lois, retour des frontières, retour des nationalismes, etc. Et Pluton en Verseau, alors je ne suis pas sûr que ça annonce l'ère du Verseau, dont on fait beaucoup de mirages en même temps, hein. Ouais. On va regretter l'ère des poissons, hein, qui est quand même l'ère de l'amour, l'ère de la religion, l'ère de la foi, l'ère de... Bon, voilà. Euh, que peut faire Pluton en Verseau, à part peut-être une ou deux découvertes importantes sur le plan scientifique, puisque bon, le Verseau, c'est quand même un signe de connaissance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses Mmh. spectaculaires, en fait, Mmh. pour répondre Bon à ta après, question. c'est sûr que peut-être pas de lui, quoi. Après, il y a aussi Saturne en Poisson en même temps en mars, tu sais, qui va passer en Poisson, Oui, tout ça. Donc bref, on verra là, mais oui, il faudra regarder systématiquement quand Pluton est rentré dans un signe, hein, ce que j'ai OK. pas fait. Ce que j'ai pas fait. En tout cas, un grand merci de nous Avec avoir consacré plaisir. tout ce temps. C'était bien Merci. agréable de te découvrir, voilà, au-delà des livres et cetera. Mm, mm. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous ceux qui sont là aussi.